on peut pas dire qu'aux bornes d'une banque, il y a moins d'emplois qu'avant. On peut pas dire qu'il y en a beaucoup plus. C'est juste qu'ils sont différents. Aujourd'hui, pour ce podcast, je reçois Pierre Fize, le Head of Data et IA à la Société Générale, à la direction financière de la Société Générale. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis ravi de te recevoir. Du Merci. coup, déjà, j'aimerais te remercier pour avoir accepté mon invitation. Plaisir. L'idée, c'est déjà pour commencer de te présenter et de nous expliquer un peu quel est ton rôle au sein de la Société Générale. Ok, bien sûr, pas de problème. Donc, Pierre Fize, en fait, je suis à la Société Générale maintenant depuis à peu près une dizaine d'années. Je fêterai mon 10e anniversaire en janvier. Donc, j'ai commencé en 2014. En fait, j'ai eu plusieurs parties. Au début, j'ai plutôt commencé en tant que commando dans des salles des marchés pour faire des outils de backtesting et de trading sur les commodities. Alors, commando, pour les auditeurs. Ça veut dire développeur d'applications de mathématiques appliquées. Ça, c'est bon. Pour la salle des marchés. Très bien. On peut dire ça comme ça. Et à la fin de mon VIE aux États-Unis, à New York, en fait, je suis rentré à l'inspection et à l'audit. En fait, ça s'appelle IGAD pour les intimes, avec les acronymes ASG parce qu'on adore ça. Et dedans, en fait, j'ai participé à la construction en tant que data scientist du data lab de l'audit et de l'inspection. J'y suis resté pendant 3 ans et demi. On est parti, on était 2 avec un responsable et à la fin, en fait, on est aujourd'hui, il doit être une quinzaine et voilà, ça a grandi. Et moi, je suis parti en 2019 de l'audit et de l'inspection pour monter en fait un data lab au sein de la direction financière de la Société Générale. Et donc, j'ai été le premier employé de cette équipe. Et aujourd'hui, je suis donc responsable de tous les sujets data et IA pour la direction financière. Et ça regroupe une équipe d'environ 18 personnes, une dizaine à Paris, 6 en Inde et 2 en Angleterre. Ok, donc tu as un rôle international du coup, puisqu'il y a des équipes un peu partout. Exactement. Très bien. Je reviens un peu sur ce qu'on a dit. Du coup, ton rôle au sein de l'entreprise, comment la data est gérée au sein de ton équipe et au sein de la direction financière de la Société Générale? Alors, est-ce qu'elle est centralisée? Est-ce qu'elle est décentralisée? Déjà, il faut comprendre que historiquement, Société Générale est plutôt une entreprise décentralisée. C'est-à-dire que ça fonctionne en concept de business unit, service unit, avec vraiment un certain nombre. Historiquement, il y en a environ 27, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, la data, elle est gérée comme l'entreprise est construite aussi, de manière décentralisée dans la partie exécution des projets. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des équipes de data science un peu partout dans le groupe. Pour donner un premier chiffre, même si on reviendra peut-être un peu plus tard, il y a environ 400 data scientists à la Société Générale. C'est pas mal. C'est un nombre assez important, exactement. Et donc, c'est forcément pas concentré en un seul endroit. Ça va être un peu partout pour que chaque métier ou chaque entité qui a besoin de pouvoir faire ses projets data puisse les faire. Par contre, il y a quand même aussi une partie centralisée qui sera sur la partie innovation et data office. Donc, on a ce qu'on appelle un group innovation, direction, et aussi un data office centralisé groupe, et qui servent l'ensemble des métiers sur tous les sujets, on va dire plutôt gouvernance pour le data office et innovation et organisation, animation pour la partie, on va dire, data science et IA. D'accord, donc du coup, c'est le Data Office Group qui donne la direction un peu de la data et de l'innovation. Sur toute la partie gouvernance, c'est le Data Office. Et en fait, il y a ce qui s'appelle un Group Innovation de direction. Donc, il y a, on va dire, 2 têtes sur cette partie-là en centrale. Et ensuite, tout le reste est décentralisé sur la partie exécution. Okay. Où chaque équipe a son organisation qui lui est propre par rapport à sa business unit ou sa service unit dans laquelle il est attaché. Par exemple, si je mets 2 secondes un focus sur nous, on est une équipe qui sommes ce qu'on appelle end-to-end, c'est-à-dire que de l'idéation d'un cas d'usage jusqu'à son déploiement et son monitoring en production, on participe. Donc, on travaille avec l'IT, bien sûr, mais on est une équipe qui faisons tout de A à Z. Donc, on est dans un cursus où de la phase cadrage avec les métiers au déploiement en production et le continuous improvement, on le fait. Après, nous, on utilise des composants qui sont maintenus par l'IT, développés par l'IT. Mais la partie vraiment data science et IA, c'est nous qui la réalisons. D'accord, super. Tu me tends la perche du coup sur la data science et l'IA. L'IA, ça fait des années qu'on en entend parler. D'ailleurs, une des questions que j'aimerais te poser, c'est quel était le premier moment, d'un point de vue chronologique,
quel est le premier moment à laquelle tu as entendu parler de l'intelligence artificielle, alors que ce soit à la Société Générale ou dans ta vie, par exemple? Hmm. Je dirais que c'est par le test de Turing. Non, mais c'est vrai, hein, qui remonte à il y a longtemps. Mais parce qu'en fait, on va dire, depuis toujours, il y a le concept d'intelligence artificielle on va dire, dans les sujets. Mais les moments, on va dire, au début des années 2010, ça doit être là à peu près où je pourrais pas donner un moment. Ouais, Mais où en fait, on a eu les premiers modèles vraiment, on va dire, économétrie équivalents, qui ont commencé à être déployés dans des sujets autres que l'économétrie. Et où en fait, on a fait beaucoup d'analogies avec le test de Turing pour démocratiser en fait la compréhension de ce sujet. Alors, c'est quoi le test de Turing pour Le, nos auditeurs? le test de Tu peux nous Turing, simplifier un peu le contexte? c'est pour faire, c'est où en gros on demande on pose des questions et quelque chose nous répond, une personne ou une machine, et il faut deviner si c'est une machine. Pas mal. Ok. Et donc, en général, quand on explique c'est quoi l'intelligence artificielle, on prend l'exemple du test de Turing parce que c'est le premier exemple en fait de une époque lointaine, donc dans les années 40, quand il y a eu les premiers ordinateurs, où on voulait en fait essayer de faire croire à des humains que c'était des humains, alors que c'était une machine qui répondait. Très bien. On reviendra on reviendra sur ça parce que c'est intéressant de faire croire justement par rapport au deepfake, de faire croire aux gens que c'est des machines humains. ou des humains Bien sûr. qui parlent, plutôt des humains qui parlent. Donc du coup, 2010, donc c'est pratiquement 15 ans. J'ai eu des intervenants qui me disaient même 20 ans sur l'IA. À 20 ans, j'étais au collège. T'étais encore trop jeune pour ça. Du coup, si on revient un peu sur l'IA aujourd'hui, il y a une grosse vague sur l'IA générative qui a démarré, on va dire, le 30 novembre 2022 avec l'arrivée et l'essor de OpenAI et de ChatGPT. Bien sûr. Comment ça a été vécu au sein de ton service, au sein de la Société Générale, et quels sont on va dire quelles sont les initiatives qui ont été mises en place avec l'arrivée de cette vague IA générative en 2022? D'accord. Si je peux faire d'abord une petite introduction. Bien sûr. En fait, le point important, c'est que l'IA générative est issue de ce qu'on appelle les transformers. Et en fait, c'est depuis 2017, en quelque sorte, avec le document de Google, Attention is all you need. Et en fait, on ne savait pas quand ça arriverait un peu cette technologie à maturité et en fait, on va dire dans la capacité d'usage assez importante. Mais ça fait quand même maintenant quelques années que les entreprises avaient pris on va dire le tournant qui était du passage du NLP, qui était un peu le Natural Language Processing. Natural Language Processing, pardon, si on doit un peu expliquer les acronymes, du Natural Language Processing pour passer à une approche plus structurelle qui était en fait avec ce qu'on appelle la contextualisation et la conscientisation en fait donc des algorithmes, parce que c'est ce que ça présente en fait Attention is all you need. Et ChatGPT ou Mistral ou Bard, peu importe quoi, ou Bard, en fait c'est juste la step d'après, qui est en fait comment on crée des surcouches en fait à la base la technologie de base qui reste les transformers avec un ensemble de choses. Donc si maintenant je reviens sur Société Générale, en fait ça fait quand même maintenant 3-4 ans que c'était là, et donc on avait commencé à créer un certain nombre d'activités et de use cases autour en fait des transformers pour des sujets en fait de traitement du langage. Et donc quand il y a eu ChatGPT ou Mistral ou toutes ces choses là qui sont arrivées avec donc la Generative AI, et d'ailleurs souvent on fait un amalgame, mais il y a aussi tout ce qui est avec DALL-E et ces choses là sur la Midjourney, DALL-E, voilà, tout ce qui est transformation en image, texte to image. Texte to image. Et donc, souvent, on fait que le focus sur LLM, et LLM, c'est un des axes de ce sujet. Et donc, on a pris ça comme en fait étant un nouveau sujet, sur lesquels, oui, on avait les Transformers, mais sur lesquels, en fait, maintenant, il fallait se régénérer, parce qu'en fait, la manière technologique d'approcher, ce qui est différent, c'est qu'on n'a pas la capacité en interne de pouvoir créer nos propres modèles. Chose qui, avant, on pouvait utiliser un Transformers on-premise, ou on va dire open source qu'on déployait, qu'on réentraînait, qu'on développait. Là, par contre, c'est impossible parce qu'en fait, ces modèles sont tellement compliqués et tellement gros que maintenant, il faut apprendre à comment créer des instances avec ces sujets-là. Donc, en gros, on a eu, si je reviens à la question de départ, on a eu 2 sujets en parallèle. C'est en fait, quelle est l'approche organisationnelle, gouvernance et en fait,
quelle typologie de technologie on veut utiliser, etc. Parce que ça, c'est important. C'est est-ce qu'on veut être on-premise, cloud? Est-ce qu'on veut être modèle open source ou modèle vendor? C'est 2 sujets qu'il faut traiter. Le deuxième partie, c'est quel type de cas d'usage il faut faire. Parce que se dire, on va dès demain en fait, utiliser le GenAI pour faire toute la relation client, c'est un petit peu utopique. Et oui. Donc, ce qu'il faut plutôt se dire, c'est OK, aujourd'hui, dans le cadre actuel, par rapport à ce que en fait, ces modèles proposent, sur quoi ils vont bien marcher, et par rapport à l'organisation et la gouvernance et la méthode de déploiement qu'on va utiliser, sur quoi ça marchera le mieux et quels sont les use cases précurseurs qu'on doit lancer. C'est ça un peu en fait la méthode qu'on a en interne. Et en gros, on a créé des typologies de cas d'usage qui sont tout ce qui va être autour de la génération de contenu, tout ce qui va être autour de l'assistance, tout ce qui va être autour de, en gros, le résumé. Et en fait, toutes ces choses-là, bah, en fait, c'est ça qui va avoir en fait, à la fin des cas d'usage précurseurs qui vont permettre ensuite d'être réutilisables par l'ensemble des équipes. Et alors, du coup, qui décide quels seront les cas d'usage? J'ai des invités, par exemple, qui me disent on donne la main aux employés, ils essayent de leur côté des petits bouts de code où ils essayent justement de voir au quotidien ce qui pourrait leur être utile. Et après, ils nous font remonter à la direction et on essaye, nous, ensuite de développer ce cas d'usage scalé, tu vois, à grande échelle. Vous, à la Société Générale, c'est plus... c'est quoi? C'est une gouvernance de l'IA qui décide des cas d'usage qui vont être utilisés. Comment, en fait, les cas d'usage éclos à la Société Générale sur l'IA? Il y a, on va dire, 2 sujets qui se mélangent dedans pour moi, mais qui sont importants, hein, et je partage ce que tu dis. Hein. C'est en fait, comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes en fait, s'emparent, que ce soit au niveau de la partie métier opérationnel ou au top management. Donc dedans, il y a une question d'acculturation et comment est-ce qu'on fait émerger les bons use cases. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui doit être fait, qui sont en fait 2 éléments importants dedans. Et aujourd'hui, force est de constater en fait que c'est important d'acculturer et de permettre aux employés de rentrer dedans. Mais j'ai une conviction assez forte dessus, c'est qu'en fait, à la fin, il faut que ce soit les décideurs qui choisissent quand même l'orientation. Parce qu'ensuite, c'est eux qui y mettent les moyens. Oui. Et donc, on est plutôt autour de vouloir centraliser au sein justement de la direction de l'innovation, ce que j'expliquais au début, qui gère en fait l'animation, on va dire IA en centrale, qui eux, en fait, font la collecte des différents cas d'usage et ensuite, on définit selon une certaine grille, en fait, les précurseurs à lancer. Alors, est-ce que tu peux nous donner un chiffre sur justement ces cas d'usage? Combien de cas d'usage ont été identifiés au sein de la Société Générale depuis maintenant 1 an, on va dire? Alors, je crois que c'est autour de 80. Il faudrait plus demander en détail à la direction de l'innovation, mais j'ai en tête autour de 80 qui ont été identifiés. Et il me semble qu'il va y en avoir 6 précurseurs qui sont en cours d'être lancés ou lancés déjà, avec des objectifs en fait d'avancer quand même dès 2024 pour pouvoir déployer en production des premiers cas d'usage. Est-ce que tu peux nous donner en avant-première pour le Deep Talk 1 ou 2 cas d'usage de la Société Générale? Assez simplement, le premier, ce sera autour de tout ce qui est RAG. Donc, alors RAG, c'est-à-dire c'est génération augmentée d'analyse avancée de documents pour simplifier. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on donne à un modèle, un LLM, donc un large language model, en fait la capacité d'ingérer dans le prompting en fait l'ensemble des documents sur lesquels il va pouvoir inférer pour pouvoir répondre d'une bonne qualité en fait sur des documents. C'est ça un des RAG. Documents financiers par exemple? Dans ce cas-là, ça peut être sur des documents financiers, mais ça peut être aussi sur un ensemble de corpus documentaires sur des processus. On peut imaginer, et ça fait partie de sujets d'actualité, il y a plein de normes dans les banques, il y a plein de textes réglementaires, Bien sûr. Il y a plein d'évolutions en fait, et de réorganisations en gros, qui sont en permanence à l'œuvre dans les banques. Et donc, avoir en fait une customer en gros relationship augmentée pour les employés où ils peuvent poser des questions, avoir en fait réellement un accompagnement pour pouvoir comprendre en fait sur l'ensemble des documents qu'est-ce qui doit les aider pour pouvoir faire mieux leur travail dans l'accompagnement de la conduite du changement. Ça, c'est très important. Deuxième grand type de cas d'usage, ça va être, on va dire, sur tout ce qui peut être aussi de la veille. En général, donc il y a plein de contenus qu'on ingère de l'extérieur,
comment est-ce qu'on synthétise Mhm. en fait l'ensemble des informations qu'on récupère en recherche économique, en marketing. Ça aussi, c'est aussi un type de cas d'usage très important. Ok, super, bah, c'est très clair. Et peut-être je peux en donner un Mhm. dernier, mais parce que c'est celui que tout le monde a, c'est tout ce qui est autour du copilote. C'est ce que Donc, j'allais te dire. et il y a beaucoup de développeurs dans toutes les grandes entreprises, en particulier dans les banques. Donc, bien sûr, on est. Mais ça, de mon avis, ça doit être fait en partenariat avec des grandes entreprises qui intègrent en fait par construction ce copilote. Je pense à Microsoft, je pense à d'autres. Et donc, il ne faut pas redéployer nous en interne, mais ce n'est pas la trajectoire qu'on fait sur ce type de sujet. D'ailleurs, pour parler de copilote, si je dis pas de bêtises, ils ont sorti normalement une version de Teams qui est utilisée aujourd'hui par pratiquement tout le monde dans l'entreprise, qui permet de prendre automatiquement des notes sur une réunion. Moi, je trouve ça fou parce que c'est hyper utile, hyper intéressant. Après, il y a une question GDPR dessus. En fait, je partage ton point à 200%. Mais en fait, vu qu'on est dans un cadre réglementé, en fait, pour pouvoir enregistrer une réunion et prendre des notes, je pense qu'il faut y aller dedans. Mais il faut voir les barrières en fait, juridiques Réglementaire. et réglementaires en fait, qui peuvent être à l'entrée de ce sujet. Alors du coup, tu me tends la perche pour ma prochaine question, parce que j'allais te parler de l'IA Act, donc la fameuse réglementation européenne qui a été votée par le Parlement européen en début décembre. Du coup, cette IA Act, on est les premiers en Europe, précurseurs sur l'IA Act, et donc du coup de réglementer un peu les IA au sein de l'Union européenne. Les deux grandes lignes de cette IA Act, c'est notamment de clairement identifier une image. Tu parlais tout à l'heure de DALL-E et de Midjourney. De clairement identifier une image quand elle a été modifiée par une IA, et donc du coup de le spécifier sur l'image. Et la deuxième grande phase pour moi, c'est aussi de systématiquement expliquer à l'utilisateur quand il parle avec on parlait de ça tout à l'heure, quand il parle avec une machine, notamment sur la partie service client et chatbot, quand il parle avec une machine ou quand il parle avec un humain. Est-ce que l'IA Act aujourd'hui, qui est tout récent, hein, Et je crois qu'il y a aussi un troisième point, c'est sur ce qui est éthique. Exact. Quand même, c'est important parce que pour nous, dans une banque, vu qu'on est réglementé, il y a tout ce qui est biais éthique dans un modèle, être capable de prouver que notre modèle n'a pas de biais intégré dedans. Très bien, donc du coup ça, c'est soumis à la réglementation, c'est soumis à des amendes si on ne respecte pas ces règles-là. Est-ce qu'aujourd'hui à la Société Générale, vous avez des ateliers, des chantiers sur cette réglementation? Oui, alors déjà de base, il faut comprendre que dans les banques, il y a des équipes spécifiques qui s'occupent de la revue des modèles. Parce que de tout temps, en fait, il y a eu des modèles dans les banques. Donc en fait, il y a des équipes qui s'appellent Model Risk Management qui servent en fait à revoir ces modèles-là, un peu comme un audit. Et donc dans le cadre de l'IA Act, cette équipe, et avec tout le monde bien sûr, et cette équipe donc elle est complètement intégrée dedans. Et elle fait appel à la conformité, à toutes les équipes, le juridique, pour en fait construire le framework qui accompagnera l'IA Act. Donc du coup, si je rebondis un peu sur les cas d'usage d'IA, donc tu me parlais de 80 cas d'usage sur l'IA générative, et si on parle plutôt d'IA globale, combien de cas d'usage vous avez sur l'IA aujourd'hui à la Société Générale? Donc en fait, sur les cas d'usage d'IA, on en a 340, dont 167 en production. Parce que vu que l'IA générative, comme tu l'as dit très bien, c'est arrivé en novembre 2022, en fait, on avait déjà tout un portefeuille et un cadre méthodologique sur la partie IA. Donc on a créé en fait une sorte de nouveau cadre sur la partie IA générative, mais sur l'IA, on est déjà assez avancé. Et donc par exemple, dans mon équipe, aujourd'hui, on a, si je dis pas de bêtises, il me semble, 9 cas d'usage en production, on en a 5 qui sont sur de l'IA. Et en fait, dedans, en gros, nous, on est centré sur deux axes principaux. Un, c'est tout ce qui va être autour de l'explicabilité. Et deux, c'est tout ce qui va être autour vraiment de l'anticipation, le forecast et l'optimisation. Et pourquoi? Parce que vu qu'on a une direction financière, nous, c'est des chiffres. Et donc, on va être plutôt autour de tout ce qui est IA avec des chiffres. Donc, si je donne un exemple de cas d'usage, parce que c'est peut-être aussi ce qui intéresse les personnes, sur l'explicabilité, en fait, c'est par exemple comment est-ce qu'on contrôle des chaînes de production en créant des IA qui répliquent certains comportements ou certains fonctionnements pour produire des chiffres et qui comparent ce qui est produit avec la réalité. Et comme ça, en fait, on peut identifier des écarts et devoir les expliquer. Deuxième type de cas d'usage, c'est en fait pour tout ce qui est le pilotage. Donc par exemple, si on veut donner des anticipations, pour pouvoir mieux gérer et avoir des meilleures actions. Donc par exemple, sur tout ce qui va être autour de la trésorerie intraday. Donc en fait, c'est la gestion du compte en banque centrale de la Banque européenne. D'accord, super, très intéressant.
Du coup, ça fait pas mal de cas d'usage, pas mal d'initiatives cours. Aujourd'hui, au sein de l'entreprise, comment vous faites pour acculturer justement vos salariés sur les IA? Est-ce que vous sentez une forte appétence des salariés sur l'IA? Est-ce que vous avez des webinars, des meet-up? Comment vous faites? Peut-être pour parler en chiffres, parce que je crois que l'on a eu 25 000 formations, je dis de tête, hein, mais on a eu 25 000 formations sur l'IA et la data, vraiment dans le groupe. Donc déjà, ça passe par beaucoup de temps. On a ce qui s'appelle des programmes de reskilling. Donc ça veut dire qu'en fait, des personnes qui n'étaient pas forcément appétents à la data, s'ils voudraient travailler dedans, ils peuvent avoir des programmes de formation en partenariat avec des écoles. Donc il y a Dauphine avec qui on a des partenariats. Il y en a d'autres aussi. Et donc il y a des formations pour être data scientist, pour être data product owner, pour être dans la data gouvernance. Et donc en fait, toutes ces choses-là, c'est un accompagnement que les RH proposent. Ce qui est très important en fait aujourd'hui. Deuxième chose, en fait, l'acculturation, elle se passe par le haut et par le bas. Parce qu'il faut oublier aucun des deux. Par le haut, c'est en fait des accompagnements et des formations accélérées pour le top management, mais aussi pour les managers d'en dessous. Pour bien comprendre en quoi l'IA et la data, c'est extrêmement important et ils doivent le prendre comme étant un des paramètres de l'équation. Par le bas, parce qu'en fait, tout le monde va avoir son rôle à jouer dedans. Si jamais on développe des cas d'usage, mais que les gens ne les utilisent pas, parce qu'en fait, un, ils en ont peur, deux, on leur a pas vraiment expliqué ce qu'il y avait dedans, et trois, en fait, ils ne se sentent pas concernés, parce qu'en fait, on les embarque pas dedans, bah, ça marchera pas. Donc, en fait, il faut aussi passer pas mal de temps à faire, comme tu l'as très bien dit, des webinars, des meet-ups. Donc, nous, en fait, on fait ce qu'on appelle des share and learn, des sessions, en fait, où il y a un data scientist qui vient et qui présente un sujet. Là, on a fait il n'y a pas très longtemps la direction financière, en fait, sur tout ce qui est ChatGPT, en expliquant en gros mythe ou réalité. Et en fait, il y avait un data scientist qui est expert des sujets Generative AI pour expliquer vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est un peu la démarche que l'on a en général au sein de la société générale. Et du coup, ça, vous sentez une appétence, une envie des salariés vers ces meet-up et ces webinars? Clairement, oui. En fait, il faut comprendre que vu qu'ils savent que ça va arriver, il vaut mieux, on va dire, se l'approprier et le prendre comme étant une part de l'équation dans son travail quotidien. Et en tout cas, venir à ces webinaires pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que, on va dire que je dis pas que à des endroits à Société Générale, il pourrait pas y avoir des zones où il n'y a pas cette acculturation, mais de ce que je sais, en fait, il y a un gros travail dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi en tout cas, est-ce que tu penses que l'IA est plutôt créatrice d'emplois, plutôt destructrice d'emplois? C'est un vrai sujet, tout le monde se pose la question. Les détracteurs de l'IA diront que ça va détruire des emplois. Puis les gens qui sont plutôt pour les IA vont dire que ça va créer des nouveaux emplois. Et tu parlais tout à l'heure de transformation des ressources en interne avec de la formation. Est-ce que tu sens un peu cet engouement vers les IA avec de la formation ou plutôt tu sens de la réticence de tes collègues? C'est une bonne question. Je pense que c'est plutôt du transfert. C'est ni de la création ni de la destruction. C'est du renouvellement en fait. C'est un peu une réponse de Normand. Quand je dis ça, je l'entends complètement. Mais en fait, c'est juste une réalité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'aux bornes d'une banque, il y a moins d'emplois qu'avant. On ne peut pas dire qu'il y en a beaucoup plus. C'est juste qu'ils sont différents. Donc, est-ce que la question, ça détruit? Pas forcément. Est-ce que ça crée des nouveaux? Oui, mais qui sont plutôt en fait un renouvellement. Et en fait, c'est pour moi juste vivre avec son temps. Et il y a toute une approche autour de la culture du changement. Et je pense que peut-être à un moment, ce qui n'a pas été forcément bien pris en compte, c'était comment est-ce qu'on accompagne le changement dans ce type de sujet. Parce qu'on a très bien dit, et je pense que c'est ce que tu dis derrière, c'est que par l'automatisation, par l'IA, en fait, si on faisait un parallèle avec l'industrie, ça a été au moment où on a fermé des usines, etc. Exactement. En France, on ne ferme pas la banque en interne. Il y a autant d'employés aujourd'hui que demain. Mais c'est juste que c'est des emplois un peu différents. Donc, c'est comment on accompagne en fait la transformation et comment est-ce qu'en fait on conduit ce changement de la meilleure des manières pour justement accompagner les différents salariés. Ok, très bien. Alors, nous, chez Unique, on est des entreprises justement à trouver les bons profils et les bonnes personnes pour vos enjeux en IA et data. On est partenaire de Data Scientist, comme tu le sais, qui est une école de formation. Est-ce que aujourd'hui, si j'étais candidat dans tes équipes,
quelle serait la qualité première que je devrais avoir pour intégrer ton équipe? Une envie d'apprendre la finance, déjà. Ça, c'est sûr. Parce qu'à la fin, vu que moi je suis responsable data IA dans la direction financière, il y a une composante finance qui est très importante. Mais plus généralement, on va dire la curiosité. Et si on est dans une banque, en fait, c'est ne pas faire de la tech pour la tech. C'est-à-dire que la tech, c'est un élément fondamental. Mais je dirais la plus grosse différence, en fait, entre si jamais on fait de la data science au sein de Meta, de Alphabet, de toutes ces sociétés-là, ou si on fait partie plutôt d'une banque, c'est qu'en fait, dans une banque, on est quand même sur un sujet où on a besoin d'avoir quelque chose à la fin d'assez pragmatique et d'assez concret, parce que la régulation qui entoure l'ensemble des sujets que l'on fait est tellement plus importante qu'il faut avoir une projection et accepter le fait que on va dire, le shiny n'est pas forcément le mieux. Et donc, par moment, il faut avoir une réflexion assez pragmatique pour pouvoir avoir suffisamment de curiosité pour savoir trouver la bonne décision dans ce que l'on choisit comme type de techno. Très bien. Tu vois très bien. Ouais. Ok, très bien. Bah, ça sera entendu par les auditeurs du podcast, du coup. La Société Générale a toujours été précurseur sur les innovations de tout temps. Toujours été avant-gardiste sur pas mal d'innovations. Si je te demande aujourd'hui quelle est ta vision sur les IA en 2024, 2025, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va exploser, notamment avec l'augmentation des LLM, que ce soit des open source ou pas, avec toujours la course à la donnée, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que ChatGPT 4.5, ChatGPT 5, Bard, Llama 2 font un maximum d'entraînement et injectent encore plus de terras de données dans leur modèle? Ou est-ce que tu penses, par exemple, tu es plus à une vision comme Mistral qui dit je vais plutôt faire de la qualité, intégrer moins de données? Comment tu vois l'avenir des IA et l'évolution de cette révolution IA générative sur les années à venir? On va pour moi diviser en deux si ça te va. La première, c'est IA générative. La deuxième, c'est les IA traditionnelles. Parce que les IA traditionnelles continuent à évoluer. En fait, avec en particulier, nous, on travaille beaucoup sur les sujets de séries temporelles. Et donc, il y a quand même aussi beaucoup d'évolution encore sur cette partie-là. Donc, sur la partie IA générative, je pense que ça va commencer à se démocratiser. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est démocratisé, c'est l'acculturation et la compréhension de ce que c'est. On est encore dans une phase où l'opérationnalisation au quotidien, avec plein de cas d'usage où les collaborateurs utilisent de l'IA générative, c'est quand même assez faible. Parce qu'on n'est pas encore à la phase où il y a eu une expansion dans l'usage au quotidien. Donc ça, pour moi, c'est ce qui va se passer en 2024-2025. C'est le côté, OK, on va avoir déployé, il y en a qui vont avoir très bien marché, d'autres qui vont avoir un peu moins bien marché. Et donc, c'est comment, à partir de ça, on atteint une certaine maturité dans son usage. Et avis personnel, mais moi, je suis plutôt autour de... une IA générative doit avoir une instantiation pour un but précis. Donc, je suis plutôt dans le concept que dit Mistral. Pourquoi? Parce que je pense qu'en termes d'énergie que ça utilise, ce sera beaucoup plus sustainable, on va dire économiquement résilient et en plus environnementalement beaucoup moins consommateur d'énergie. C'est ce qu'on cherche tous, hein, bien sûr. Voilà, et donc si jamais on va plutôt dans des visions qui intègrent toujours plus, on va dire, de data et de terra et de péta de données, en fait, ça va forcément entraîner une consommation d'énergie toujours plus folle. Et je pense que c'est pas l'axe, surtout avec Société Générale, qui a communiqué au Capital Market Day de vouloir mettre la partie RSE au centre de ses réflexions. Donc, je pense sincèrement qu'on va plutôt s'orienter vers de l'usage frugal, on va dire, de ce type de modèle. Sur la partie plutôt IA traditionnelle, pour moi, en fait, la question de fond, ça va être de toujours enrichir là où il y a des nouveaux cas d'usage. Parce qu'en fait, on n'est pas encore atteint le niveau de maturité où tous nos systèmes sont complètement aujourd'hui, on va dire, avec plein de cas d'usage, avec de l'IA pour améliorer toutes les parties de nos processus. Donc en fait, ça va être toujours d'être plus ambitieux sur quel type de cas d'usage apporte de la valeur. Oui. Donc on a tout un framework à l'ASG sur comment on identifie la valeur d'un cas d'usage. Et peut-être pour expliquer, en fait, on a un portefeuille qui en 2025 aura une valeur estimée en production, quand tous seront mis en production, de 500 millions d'euros. C'est ça la cible.
Et donc, c'est pour 2025. Et donc, en fait, ça veut dire qu'on doit continuer en 2024-2025 à identifier des nouveaux cas d'usage qui permettront d'apporter de la valeur. Donc, c'est pour ça que je dis que nous, je pense qu'on n'est pas encore à la fin, entre guillemets, de tout le voyage d'identification des cas d'usage, même sur la partie IA traditionnelle. 500 millions d'euros, tu parles de 500 millions d'euros, c'est quoi exactement? C'est 500 millions, c'est un portefeuille de valeur de 500 millions d'euros lorsque tous les cas d'usage qui sont identifiés dedans seront en production. Donc, ça ne veut pas dire qu'en 2025, ils seront tous en production, mais ça veut dire que c'est un portefeuille de valeur labellisé et sur lesquels il y a des contrôles en fait, de vérification de comment est calculée la valeur estimée. Parce qu'en gros, c'est ça ce que j'appelle tout le framework que l'on met en place, c'est de pouvoir dire qu'il y a des portefeuilles qui ont une certaine valeur et en fait, derrière, cette valeur, comment est-ce qu'elle est calculée? Très bien, très intéressant. Ok, parfait. Du coup, le mot de la fin, Pierre. S'il y a un sujet aujourd'hui sur l'IA qu'on n'a pas évoqué pendant ce podcast, de quoi tu aimerais parler? Je pense que le sujet dont on n'a pas encore parlé là et qui est quand même important, parce que moi, c'est un sujet dans lequel je rentre petit à petit, c'est tout ce qui est reinforcement learning. Parce que, en fait, ça a fait un peu un buzz il y a quelques années avec la voiture autonome, où tout le monde pensait que ça allait arriver rapidement, etc. Mais en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ça, parce qu'en fait, ça a besoin d'une volumétrie aussi de données énorme. Ça a besoin de beaucoup, on va dire, d'informations. Et en gros, nous, en ce moment, on a fait des premiers cas d'usage qui arrivent à maturité en termes de ML et en termes d'IA en général dedans. Machine learning. De machine learning, oui. Et donc là, en fait, sur certains cas, on voudrait rendre autonomes nos algorithmes pour pouvoir en fait traiter totalement automatiquement un certain nombre de tâches. Et en fait, pour pouvoir faire ça, maintenant, on va essayer de faire des travaux en intégrant du reinforcement learning dedans. Parce qu'en fait, c'est ça un peu notre Graal, on pourrait dire, sur certains types de cas d'usage, c'est de voir est-ce qu'on peut atteindre ça. Et donc, si jamais le mot de la fin qui fait le lien avec avant, quand on disait que sur l'IA traditionnelle, on n'a pas atteint encore la maturité totale, c'est qu'en fait, on n'est pas encore à ce moment où on peut rendre autonome en fait certaines IA. Donc, même si ce sera régulé, bien sûr, même si ce sera encadré parce qu'on est une banque, en fait, c'est ça aussi la réflexion de fond, c'est comment est-ce qu'on a atteint, entre guillemets, un peu le Graal sur chacun des sujets. Est-ce que tu penses que l'AGI, par exemple, c'est pour demain ou c'est dans 10 ans, 15 ans? Je pense qu'on le verra de notre vivant, mais dans plus que 15 ans. D'accord. Parfait. Écoute, merci Pierre. Merci. D'être venu au Deep Talk. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Et écoute, on va suivre les actualités de la Société Générale et on est très pressé de voir ce que vous allez nous faire sur 2024 et 2025. Merci beaucoup et ravi d'avoir participé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du Deep Talk.